Je vous propose de commencer le grand tour de ce midi, dont le titre s'affiche à l'écran. Donc, c'est le docteur Bradstreet qui va nous présenter ce cas. On voit déjà dans le titre quatre mots-clés, hypercalcémie, corticothérapie, DRESS et puis insuffisance rénale. Et donc, j'imagine que ces quatre éléments vont rentrer dans le puzzle de l'énigme que Christophe va nous présenter. Donc, cette jeune femme de 28 ans présente une atrophie rénale droite avec une insuffisance rénale légère associée à une protéinurie. Et grâce à son rein gauche qui s'hypertrophie, elle compense en fait l'absence de son rein droit. Le, son parcours a été marqué par plusieurs infections urinaires basses et une infection urinaire haute sous forme d'une pyélonéphrite en 2021. Et puis, elle est suivie donc en néphrologie dans un hôpital extérieur. Elle a été traitée depuis des années par un sartan. Et puis, son néphrologue, qui voyant l'acide urique augmenter un petit peu, avait décidé de débuter le Zyloric au mois de juin qui précède l'admission. Donc voici un... J'avais demandé à la patiente de m'envoyer un mail reprenant un petit peu toute son histoire avant d'arriver à l'hôpital. Et donc voilà, elle m'a décrit ça de façon très précise. Au mois de juin, donc, elle débute le Zyloric. Et puis, après 3 semaines, débute une petite éruption au niveau de son corps, au niveau du tronc, au niveau de l'abdomen. Et voici la photo qu'elle a faite à l'époque. C'est pas très intense, c'est pas prurigineux. Il n'y a pas vraiment de symptômes associés. Et d'elle-même, elle a décidé d'arrêter le Zyloric, se disant que c'était probablement lui qui était responsable de cette petite réaction allergique. Ben, malgré l'arrêt de son médicament, après quelques jours, elle va commencer à développer des symptômes beaucoup plus généraux, avec de la fièvre, un état grippal, euh, des courbatures, des nausées, vomissements, et puis son rash, au lieu de s'amender après l'arrêt du médicament, va progresser et va devenir de plus en plus diffus au niveau du corps, avec cette fois du prurit. Et donc elle consulte dans un premier temps son médecin traitant qui diagnostique une infection virale et qui la renvoie à la maison. Et quelques jours après, elle se représente aux urgences pour exactement la même chose, et le même diagnostic est posé aux urgences d'Ixelles. Donc finalement, elle se présente chez nous début août. Et donc, au niveau de l'anamnèse, il n'y a pas de différence par rapport à tout ce elle m'a signalé. Donc, c'est l'intensification de son éruption avec l'apparition de symptômes généraux grippaux. Et effectivement, quand on compare à la première photo, on voit que le rash, donc, qui avait commencé au niveau du tronc, s'était étendu progressivement au niveau de l'abdomen et des membres, s'est étendu à beaucoup plus que 50% de la surface corporelle et l'intensité du rash est beaucoup plus importante. Je me posais juste une question. Quand elle se présente dans le premier hôpital, Oui. le diagnostic de virose est posé sur base de l'examen clinique ou on fait un Clinique. Il n'y a labo, on pas de fait... labo. Il n'y a pas de Non, labo j'ai qui est pas fait. retrouvé de labo. OK. Ils avaient peut-être pas tort, on verra après. Ok. Et donc ça, c'est la prise de sang que l'on fait chez nous. Et on voit qu'il y a un syndrome inflammatoire qui est compatible avec une infection virale, avec des tests hépatiques qui sont perturbés. Sa fonction rénale, donc avec une créatinine qui naviguait aux alentours des 1,4 et, et dégradée. Et on est surtout marqué par une éosinophilie qui est significative, avec la présence de lymphocytes atypiques. Donc peut-être alors finalement aussi l'intervention d'un virus dans l'histoire. Et donc devant cette éruption associée avec des éosinophiles, ces symptômes généraux, et la prise quelques semaines avant d'un nouveau médicament, ben, le diagnostic de DRESS a été rapidement posé et la patiente a été hospitalisée. Alors, tant qu'on a à l'écran les résultats de la prise de sang, Des urgences. il y a, il y a aussi la troponine qui est à Oui, 123 et les CK à 903. Donc, c'est vrai que la fonction rénale peut influencer le taux de troponine, mais pas dans cette mesure-là. Et en plus, on a quand même les CK qui ne sont pas influencés par la fonction rénale. Donc, il y a une atteinte musculaire peut-être inflammatoire. myocardique. Et donc, ils avaient fait, hein, je pense que c'était dans une période où il y avait beaucoup de cas de rougeole aux urgences, ils avaient fait des sérologies qui ont permis d'exclure.
On lui fait un électrocardiogramme qui n'est pas franchement très perturbé. Et on en arrête là pour l'instant, parce que là, je vais... Oui, oui, moi je pensais plus aux muscles qu'au cœur. Ah, au muscle. Ah oui, Oui, on peut avoir aussi une atteinte virale avec une atteinte musculaire, avec musculaire atteinte inflammatoire. musculaire. Oui, Voilà, c'est ça. ok. C'est pas quelqu'un qui fait particulièrement beaucoup de sport, c'est pas une, vous avez vu la photo, c'est pas une personne très musclée. Donc c'est vrai que voilà, les enzymes musculaires entrent en tout cas dans le cas de cette affection Ah, inflammatoire, systémique, quoi. virale, Oui, systémique. oui. Donc l'électrocardiogramme, donc non pas grand-chose. Et donc je voulais revenir rapidement sur le DRESS. Donc finalement, c'est quelque chose de relativement rare. Ça fait quand même partie des quelques manifestations dermatologiques urgentes qu'il faut diagnostiquer et traiter parce que, on a des mortalités qui peuvent aller jusqu'à 10%. Et donc, c'est relativement rare parce qu'on estime que dans la population générale, on a un cas par 100 000 habitants. Et quand on cible plus la population qui n'est plus générale mais hospitalisée, à ce moment-là, on a une incidence qui est plus fréquente. Et ça va toucher plus particulièrement les femmes et les patients de race noire. Donc en fait, c'est une affection comme l'acronyme, donc il y a drug reaction, c'est quelque chose qui doit faire à un moment intervenir un médicament, bien que dans certaines études, on estime que jusqu'à 10 à 20% des médicaments ne seront jamais identifiés. Et ce syndrome va comporter en tout cas une triade classique. Et donc, on estime que cette pathologie peut apparaître plus facilement chez un patient qui va avoir une susceptibilité génétique. Et effectivement, on a pu mettre en corrélation certains sous-classes HLA avec l'apparition de ce genre de complications. Et on peut même rapporter certains typages HLA, sous-type HLA, à certains médicaments, comme par exemple la patiente qui a fait ça sous l'usylurique, eh bien, on n'a pas fait le test, mais elle serait euh, ce serait plus probable qu'elle appartienne à cette classe-là. Et en fonction des médicaments, donc on a à la fois des associations par rapport au HLA et même aussi à l'ethnicité des patients. Ensuite, il faut une deuxième chose. Il faut qu'à un moment, la prise du médicament entraîne une activation du système immunitaire euh, faisant, euh, faisant intervenir principalement les lymphocytes. Donc, c'est soit le médicament lui-même qui va aller s'associer à une protéine et l'ensemble de ce complexe va être le début de la réaction inflammatoire et immunitaire, ou alors, un de ces métabolites peuvent, donc s'il y a une anomalie de métabolisme au niveau des cytochromes, eh bien les métabolites peuvent, eux, induire une réponse donc via les lymphocytes T, avec une production massive de cytokines pro-inflammatoires comme le TNF, interleukine, 4, 5, 6, interféron, et la présence donc, des éosinophiles va s'expliquer par la production de certainement l'interleukine 5 et aussi l'interleukine 13. Donc ça, c'est deuxième, c'est le deuxième pan de cette pathologie-là. Et euh, on, on peut imaginer que les éosinophiles seraient responsables à eux-mêmes, tout seuls, de l'ensemble des dégâts tissulaires, mais la réaction inflammatoire intense, elle aussi, peut contribuer à l'ensemble des dégâts tissulaires qu'on peut voir chez les patients. L'autre composante, et donc c'est pour ça que je disais que peut-être ils avaient raison quand elle s'était présentée aux urgences qu'ils avaient fait un diagnostic d'infection virale, eh bien, les patients peuvent avoir une réactivation de certains virus de type herpès. Et celui qui est le plus retrouvé, c'est l'HHV6. On peut voir aussi l'HHV7, Epstein-Barr, CMV, qui sont des virus qui vont rester dormants à l'intérieur du corps et qui vont pouvoir se réveiller à l'occasion de ce syndrome. Et donc, on estime que quasiment presque tous les patients dans certaines séries peuvent avoir une réactivation de l'HHV6 mise en évidence. Et on explique ça, on ne sait pas trop pourquoi ce genre de virus réapparaissent chez les patients présentant un DRESS. Parfois, on peut incriminer le médicament lui-même parce qu'on a pu montrer in vitro que certains médicaments comme l'amoxicilline ou l'acide valproïque pouvaient favoriser la réplication virale.
Ou alors, chez certains patients qui présentent cette réactivation, ils ont pu déterminer qu'au début de l'affection, on pouvait avoir paradoxalement une diminution de toutes ces productions de cytokines et une diminution de la réaction immunitaire qui permettrait alors au virus de se réactiver et de prendre part à la pathologie du DRESS. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi il faut attendre quelques semaines avant d'avoir vraiment les premiers symptômes généraux qui apparaissent, euh, donc qui seraient alors liés à la réactivation du viral. Et on estime que les gens, quand on permet quand les patients présentent effectivement une réactivation, on peut associer cette réactivation à une pathologie plus grave au niveau de l'intensité des complications associées, la durée de l'affection et la possibilité de faire des récidives, et éventuellement plus tard des maladies auto-immunes. Et donc voici des tableaux qui reprennent un peu les médicaments qui ont pu être mis en association avec le développement d'un DRESS. Et parmi les médicaments généraux, ben, vous voyez, l'allopurinol fait partie en tout cas des plus fréquents. Et la probabilité de faire un DRESS augmente avec l'allopurinol chez une patiente, d'autant plus qu'elle présente une fonction rénale qui est altérée. Donc après, donc c'est la première période dont on vient de parler avec les symptômes généraux, le rash, un rash qui a la particularité d'être quand même assez extensif, contrairement à d'autres pathologies graves comme les Steven Johnson qui présentent des lésions beaucoup plus localisées. Donc le rash du DRESS va entreprendre au moins 50% de la surface corporelle et peut atteindre jusqu'à, chez la moitié des patients, les muqueuses, qui peuvent expliquer des troubles de déglutition et qui peuvent faire penser à des angioedèmes. D'autres systèmes peuvent être atteints, dont le système hématologique. Et donc, là, en faisant la revue, ben, je voyais que la patiente avait présenté des lymphocytes atypiques. Il n'y a pas eu de thrombopénie. Au contraire, chez elle, il y a plutôt une thrombocytose après, probablement suite à réaction inflammatoire, une anémie. Donc, les éosinophiles qui sont repris dans jusqu'à 92% des cas. Donc, il y a des gens chez qui il n'y a pas d'éosinophiles, probablement parce que le traitement a été instauré vite et qu'ils n'ont pas eu le temps d'apparaître. Et il y a, dans certaines parties du monde qui s'occupent du DRESS, il y a même une définition qui ne prend plus en compte les éosinophiles, surtout dans les experts, chez les experts japonais, où ils parlent d'une drug-induced hypersensitivity syndrome. Et là, les éosinophiles ne sont plus à l'avant-plan. Par contre, eux, dans leurs critères diagnostiques qu'on va voir après, ils incitent beaucoup sur la réactivation HHV6. Oui, mais donc, on peut dire qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, la réponse immune n'est pas le TH2, serait plus volontairement TH1. Parce que quand on voit toutes les cytokines, il y a un petit peu de tout, Oui, mais dont du surtout le TH2, mais TH2. en fonction, comme tu as insisté sur les aspects génétiques, ok, certains systèmes immunitaires pourraient échapper à cette réponse de type TH2, Ouais, quoi. ouais. Oui. Ou alors, voilà, si le rash apparaît avant l'apparition des éosinophiles, on peut très bien imaginer qu'ils vont prescrire de Le la cortisone ou cortisone. de la cortisone, et là, les éosinophiles Oui. n'auront même plus la possibilité d'émerger. Et donc, pour la suite, pour les autres atteintes, on a l'atteinte hépatique qui est plus fréquente. D'ailleurs, elle a une atteinte qui a été modérée, légère, une cytolyse, une cholestase. Mais il faut savoir que le, la complication la plus mortelle dans cette pathologie, c'est aussi une complication hépatique qui est la nécrose hépatique. On aurait pu penser que c'était l'atteinte cardiaque, mais c'est plutôt l'atteinte hépatique qui envoie les patients dans l'au-delà. On a l'atteinte rénale, donc c'est aussi très variable depuis une atteinte modérée, réversible, jusqu'à une néphrite interstitielle qui aurait alors des conséquences plus définitives. Et donc, comme je vous l'ai dit, le fait d'avoir pris justement du zylurique et avoir une atteinte rénale préexistante, c'est probablement des facteurs qui ont contribué à ce qu'a fait la patiente. On a des atteintes pulmonaires sous forme d'épanchement, d'alvéolite, de pneumonie, l'atteinte cardiaque, myocardite péricardique, digestive, neurologique et des choses comme une thyroïdite. Donc j'ai repris ici les critères diagnostiques en faisant la différence entre les Japonais qui, eux, donc, ont exclu les éosinophiles, en tout cas de l'acronyme, et l'Europe et je pense les États-Unis qui ont un score clinique
qui permet alors d'essayer de déterminer si le patient présente ou pas un DRESS. Mais je pense que, par exemple, dans le cas de la patiente, ça a été vite fait. Je pense pas qu'elle avait tous les critères positifs, mais elle en avait, je pense qu'elle avait au moins 7 dans le registre car euh, et que là, on a un diagnostic qui est, euh, qui est définitif. Et que ces scores, je pense, aident beaucoup, peuvent aider, mais que le ressenti clinique et l'expérience du médecin peuvent aussi beaucoup aider. Et pour terminer avec le DRESS, donc le traitement, ben, c'est clair que si le médicament est incriminé, il faut l'arrêter et surtout ne jamais le recommencer parce qu'à ce moment-là, tout cela réapparaît à tous les coups, je pense, et avec une intensité et une latence qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus forte au niveau de l'intensité. Et donc, dans cet algorithme, on fait la différence entre un DRESS qui est léger, non sévère, qui va se manifester éventuellement par quelques altérations de test hépatique, mais pas d'autres atteintes d'autres organes, et un DRESS sévère qui va nécessiter un traitement plus intensif. Et dans le premier cas, on peut se permettre de simplement surveiller le patient et éventuellement, on peut lui donner un traitement symptomatique, comme des antihistaminiques, des traitements aux corticoïdes locaux. Mais dans le cas inverse d'un syndrome de DRESS sévère, à ce moment-là, ben, la cortisone passe au premier plan, une cortisone sous forme orale. Euh, et en cas de réactivation prouvée par un CMV ou un Epstein-Barr ou un HHV6, on pourrait mettre en route en plus un traitement par ganciclovir. Au niveau de la corticothérapie, donc on voit que voilà, on peut commencer un traitement oral, mais on a aussi la possibilité de traiter de façon plus intensive au début. Et vous verrez ce qu'on a fait avec la patiente. On peut avoir le choix entre un traitement oral initial ou une pulse thérapie qui va permettre, en tout cas, d'après certains résultats d'études, de, de, euh, d'être plus efficace en cas d'atteinte plus importante, mais pourrait avoir un intérêt dans le sens où ces patients-là peuvent faire, au décours du DRESS ou même des années après, des maladies auto-immunes. Et apparemment, enfin, des maladies auto-immunes comme un diabète, un lupus, des PTI, des TTP, des thyroïdites d'Hashimoto et que l'emploi précoce d'un pulse thérapie, un traitement plus intensif au début, avec un relais oral, pourrait diminuer le risque de ce genre de pathologie-là. Et donc, chez elle, au début du traitement, donc la patiente est montée des urgences avec un traitement oral pendant les 3 premiers jours, 24 mg de médrol. Et puis, vous voyez bien que la courbe n'a fait qu'augmenter. Donc, à un moment, on s'est dit, on arrête le traitement oral et on va passer par des choses plus intensives. Elle a reçu 3 jours de, avec une dose de 125 mg de solumédrol. Et vous voyez que là, ça a été beaucoup plus radical par rapport aux éosinophiles. Et la patiente est sortie avec un traitement oral et puis des suppléments de vitamine D, de calcium, du Pentomède et puis son ibersartan. Et puis aussi, on a pu noter pendant l'hospitalisation que, parallèlement à la chute des éosinophiles, on avait aussi une chute des troponines. Peut-être juste peut-être une petite remarque par rapport à ça. Ben, généralement, dans une hyperéosinophilie réactive, comme ici, une dose comme 24 mg suffit. Euh, et d'expérience, ces réactions TH2 dans le DRESS sont parfois extrêmement intenses et nécessitent des doses vraiment importantes de médrol pour couper le phénomène. Et ta diapo ici est assez exemplative que ça continue à grimper en dépit de l'instauration du médrol. Donc, je pense qu'il faut être attentif à ça et des DRESS sévères. Moi, je recommande d'emblée d'aller vers ben, comme ça avait été proposé, vers des doses intraveineuses importantes, quoi. Oui. Ouais. Alors, donc la patiente sort et puis le lendemain, elle revient déjà dans le service, elle vient me montrer son pouce. Parce que son pouce, depuis ben, moins de 24 heures, a présenté un aspect un peu décoloré, un peu plus froid que les autres doigts. Donc ça, c'est la première chose un peu bizarre que la patiente a faite. Et pour l'instant, je n'ai pas encore réussi à l'associer à grand-chose. Donc je l'envoie faire un Doppler
qui montre qu'il n'y a pas vraiment de thrombose veineuse ou même artérielle. Néanmoins, il me parle pas de, il signale qu'il n'y a pas de Doppler au niveau de l'artère principale du pouce. Donc, est-ce qu'il y a quand même un vasospasme ou quelque chose comme ça? J'avais fait faire une prise de sang qui a montré que ben, les éosinophiles continuaient à être supprimés par la corticothérapie. Et j'avais fait faire un bilan de coagulation qui n'a rien montré de particulier. Et j'avais dit à la patiente de prendre un peu de Clexane. Et puis, le phénomène s'est estompé assez rapidement par ailleurs. Donc ça, première chose un peu bizarre qu'elle a faite. Et puis, quelques jours plus tard, donc elle revient aux urgences parce que elle a l'impression que ça va moins bien, elle reste fatiguée, elle a des palpitations, elle a cette sensation de peau sèche qu'elle répète quand même relativement souvent, et même après l'hospitalisation. C'était une fois que les problèmes de fatigue, d'oppression, de dyspnée qu'elle a pu présenter à un moment étaient disparus, il y avait cette sensation qu'elle était déshydratée. Alors, elle était même venue, enfin, dans des semaines suivant l'épisode actuel, se faire perfuser à la garde en pensant que ça allait améliorer la sécheresse de sa peau. Et donc à ce moment-là, elle est sous un traitement de Medrol, et quasiment le même traitement avec lequel elle était sortie. Et donc, bon, quand elle se plaignait d'oppression, de palpitations, on a commencé par des bilans cardiaques qui ont montré qu'il y avait une tachycardie sinusale. On lui fait faire une échographie qui ne montre pas grand-chose, en tout cas pas d'atteinte au niveau du péricarde ou de suspicion de myocardite. Euh, et donc justement, en parlant de myocardie, je voulais juste faire un petit détour par là avant d'aller plus loin dans l'investigation, juste pour vous montrer que finalement, moi j'avais toujours eu l'impression que c'était au moment où on avait 5000 éosinophiles qu'on allait faire des problèmes. Eh bien, quand on voit cet article qui a fait une analyse systématique des cas de myocardite associés avec un DRESS, eh bien finalement, donc non seulement ben, on se rend compte que les femmes sont plus touchées que les hommes et que quand on voit la latence entre la prise du médicament et le début des symptômes, on a des patients qui développent des symptômes très vite, mais on a l'extrême, c'est allé jusqu'à 300, donc une année entière entre la prise du médicament initial et le moment où les patients ont commencé à présenter une atteinte myocardique. Ensuite, on voit aussi dans cette revue que dans le top 50 des médicaments responsables de ce genre de choses-là, ben, l'allopérinol revient en deuxième position. Et que l'atteinte myocardique peut s'expliquer en cas de DRESS, d'abord par une atteinte directe par les éosinophiles qui vont relarguer toutes leurs protéines et qui vont provoquer des dommages locaux, des réactions auto-immunes et des activations suite à l'activation du système inflammatoire, une activation parallèle du système de coagulation qui vont entraîner nécrose, thrombose et in fine des séquelles fibreuses et entraînant des complications définitives chez les patients. Et donc, pour vous dire que parfois, il faut répéter les choses pour voir quelque chose un peu apparaître et qu'il faut faire très attention par rapport à la myocardite ou péricardite parce que ça peut apparaître avec un délai vraiment à un moment où les éosinophiles sont morts et que le patient a arrêté son traitement depuis longtemps. Eh bien, lors d'un des examens d'échographie, on a vu pour la première fois un petit épanchement péricardique et le cardiologue qui a vu la patiente a décidé de rajouter au médrol de la colchicine et a prévu de faire tout un bilan, dont un Holter qui est normal et une résonance cardiaque qui finalement ne montrera pas de complications de fibrose myocardique. Donc ça, c'est le protocole de la résonance. Donc ça, c'était pour faire un détour par rapport à un bref détour vers la myocardite euh, liée au DRESS pour en finir définitivement, parce que là, je vais m'attaquer à autre chose. Là, pour vous dire pour montrer que les éosinophiles ont bien diminué sous le traitement, que on peut voir quand même une certaine parallélisme entre la fonction rénale, donc représentée par la créatinine, et l'augmentation des éosinophiles, et que on peut voir aussi que les éosinophiles, les troponines ont continué à avoir une descendance, enfin une évolution favorable vers le bas, alors qu'on a eu des moments où la fonction rénale, elle, a
s'est dégradé transitoirement chez la patiente. Ce qui veut dire que probablement, effectivement, il y avait quand même une composante d'atteinte myocardique par les éosinophiles qui pouvait expliquer l'augmentation des troponines et que l'évolution de la fonction rénale à elle seule n'expliquait pas cette augmentation des troponines. Et donc, pour revenir au moment où elle se représente aux urgences, il y a un problème qui vient en plus. Et le problème qui vient en plus, donc, on a la thrombocytose qui est probablement réactionnelle et qui va à un moment qui va se résoudre. On a toujours cette espèce de leucocytose avec neutrophilie, mais elle prend aussi des corticos. On a l'atteinte hépatique qui a l'air d'aller mieux. On a les éosinophiles qui sont effectivement KO. Mais qu'est-ce qu'on a en plus de nouveau? Voilà, c'est là, on a une hypercalcémie. Mademoiselle se représente avec presque 4 de calcium. On a une augmentation du calcium ionisé aussi au niveau du calcium ionisé, pardon, au niveau de la gazo. Et chose qui vraiment sort de, de la problématique pour laquelle la patiente était suivie actuellement. Il y a eu un mini bilan néphro parce que c'est vrai qu'en discutant avec le néphro, on trouvait que c'est pas normal que la patiente, les années précédentes, avait eu quand même une dégradation de sa fonction rénale, alors que, voilà, si à un moment, une jeune femme de 28 ans a un rein qui est enlevé ou une agénésie rénale, on s'attendrait à ce que le rein contralatéral compense complètement la fonction rénale. Alors que, en revoyant les prises de sang les années précédentes, les hospitalisations dont je vous parle, on a l'impression que la créatinine avait tendance à se dégrader tout doucement. Et donc, est-ce qu'il y a un autre élément en plus qui vient perturber le problème? Et donc, avec la néphrologue, on avait décidé de faire un bilan auto-humain qui est négatif. Tout ce qui est électrophorèse des protéines est bien. Euh, et donc, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la main. Au niveau des urines, ce prélèvement a été fait alors qu'elle était déjà sous traitement, donc je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très fiable. On voit qu'il y a une hypercalciurie légère, et donc on va la traiter. Donc on va lui mettre, ça a été super simple, ça a été l'hyperhydraté, on n'a pas rajouté de diurétique ou d'autres traitements, et vous pouvez voir que on a, après le pic à 4, une réduction progressive, une normalisation de la calcémie par la suite. Mais on n'a pas d'explication de l'origine de cette hypercalcémie. Et on se dit qu'il y a probablement quelque chose d'autre qui vient en plus. Et donc, en faisant le séminaire, je suis tombé sur des chimpanzés. Je ne savais pas qu'il y avait un acronyme comme ça qui pouvait nous aider à nous rappeler quelles sont les causes d'hypercalcémie chez les gens. Et donc, en reprenant rapidement les choses, ben, c'est clair que calcium supplément, et là j'ai commencé à me sentir mal. J'ai fait sortir la patiente avec son stéovite D. Je me suis dit, zut, elle en a pris peut-être trop. J'aurais peut-être pas dû à cause de son insuffisance rénale qu'elle avait. Hyperthyroïdisme, il n'y a pas. Probablement, il n'y a rien de congénital. Aucun des médicaments qu'elle ne prenait ne pouvait être responsable. Et puis pour la suite, on va voir. Attends, peut-être, on peut peut-être faire un petit tour un petit tour de piste à ce moment-ci. Questions, commentaires. Dans le chimpanzé qui est responsable. À combien la On PTH? va voir, ça c'est la suite. Première question, est-ce que c'est médié par la PTH? Attends, Elle prenait un sartan Pourquoi? comme néphroprotecteur. Avec une toute petite dose, hein, 75 mg d'ibezartan, c'est la moitié de la dose qu'on donne d'habitude, je pense, ou même le quart de la dose qu'on donne d'habitude pour peut-être l'hypertension. peut-être on va demander à Damien. Tu penses que la PTH va être supprimée ou pas ici? Ici, je pense qu'elle sera supprimée, oui. Elle sera supprimée. Ok. Mm. Ouais, sinon, ce sera assez banal, hein. Non? Pas de questions? Pas d'autres commentaires? Est-ce qu'on aurait dû être un peu plus incisif bon, au niveau du cœur au départ, là, parce qu'il y a quand même une troupeau qui était fort augmentée. On, on s'est contenté de Bon, l'électro. enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait en plus? On aurait peut-être Bon, dit, ah, il y a une atteinte cardiaque, on va donner des bolus, donc on l'a fait de toute façon. ouais, Et on a ouais, vu que la tropo avait ouais. Non, peut-être la mettre
peut-être la monitoriser Ah pour oui, éviter un oui. trouble. Ouais. OK, enfin bon, tout s'est bien passé. OK, donc on veut voir la PTH. Brigitte, une idée? Mais non, mais bon, il faut déjà la PTH hein, pour aller plus loin dans le C'est diagnostic quoi la différentiel PTH? et la 1,25 d'hydroxyvitamine D. Bon, alors on va reprendre. Donc, on parle de l'hypercalcémie. Donc, il y a l'insuffisance rénale, OK. Après, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle mange? Et donc, c'est clair que dans la consommation, ben, là, je me sens un peu mal parce qu'il y a mon stéovite. Et puis, en l'interrogeant, elle me dit, ah, moi, j'adore le fromage. Et c'est clair qu'elle ne peut pas s'en passer. Et elle vit, elle mange pas des kilos de fromage tous les jours, mais elle en mange, en tout cas, tous les jours, une bonne quantité. Donc là, je lui ai brisé le cœur, je lui ai dit, stop. Ensuite, je me suis dit à un moment, est-ce que c'est pas parce que tout d'un coup, il y a des éosinophiles qui se sont détruits et donc ils ont libéré quelque chose et pourquoi pas? J'ai pas réussi à savoir combien il y avait de calcium dans les éosinos ou si les éosinos étaient des cellules spécifiquement riches en calcium. Et puis je me suis dit, bon, on va commencer les choses logiquement et donc la PTH. Et la PTH est effondrée, elle est basse. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quelque part qui réagit et qui serait d'autre origine. Et donc, j'ai testé la PTHRP et elle aussi, elle est basse. Très bien. La vitamine D, comme on la dose normalement, elle est, elle est juste limite de la normale. Et puis, on a fini par doser la 25 d'hydroxy, la 1,25 d'hydroxy qui, elle, revient élevée. Donc, on a une hypercalcémie qui n'est pas liée à un phénomène lié au parathyroïde, mais qui serait lié à un problème chez une insuffisance rénale par un excès de production de 1,25 d'hydroxyvitamine D. Et donc, si son rein n'est pas assez bien pour fabriquer, assurer la fabrication lui-même de la transformation de cette vitamine D active, alors on peut imaginer que cette vitamine D, elle vient d'ailleurs. Et donc, les premières choses auxquelles on pense dans ce cas-là, c'est les granulomes et les lymphomes. Alors, qu'est-ce que j'ai mis maintenant? Oui, ça, c'est un tableau qui reprend un petit peu toute cette logique. Et juste pour revenir dans les chimpanzés, il y avait un des E à la fin, c'est excess de vitamine A. Et puis je m'étais dit, tiens, ce serait pas mal. Et c'est vrai qu'elle a un dosage de vitamine A qui est un petit peu plus haut que la normale. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment une toxicité, parce que j'ai plutôt l'impression que l'hypercalcémie pourrait venir en cas de vraiment de toxicité de la vitamine A. J'ai pas l'impression que ce taux soit suffisamment élevé pour parler vraiment de toxicité. Mais en relisant un petit peu tout ce que pouvait donner des accumulations de vitamine A, eh bien, je retrouvais certaines petites choses dont la patiente se plaignait quand même assez souvent, comme la fatigue, mais surtout la sécheresse au niveau de la peau. Donc, je lui ai demandé si elle consommait une des choses dans cette liste. Et comme elle était amoureuse du fromage, je me suis dit, elle mange peut-être beaucoup de, je sais pas, de chou calé ou de autres légumes ou fruits riches en vitamine A. Et je pense qu'on peut, et la spiruline, parce que ça a pas mal, c'était à la mode. Et si on regarde les quantités, c'est quand même très, très riche en vitamine A. Il n'y a aucun de ces aucun de ces aliments ou compléments qui n'est consommé de façon industrielle par la patiente. Alors, quand on parle de lymphome et granulome, ben, on se dit, tiens, pourquoi pas faire un PET? Et voilà sur quoi on tombe. On tombe sur une rate qui capte. En fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'accumulation ganglionnaire, il n'y a pas il y a rien qui capte au niveau d'une glande thyroïde. Il y a que la rate. La rate qui capte de façon diffuse, homogène et relativement intense. Et juste en dessous, on voit son rein gauche. Alors, c'est peut-être là aussi. Alors, ouais, peut-être. L'affaire se corse, là. Et son calcium, avant qu'elle revienne avec son hypercalcémie, au moment où elle a son Ouais, il y a insuline, eu un il est à moment où combien? il y a eu des calciums à 2,53, 2,60, Avant. Donc, au donc, moment où il y avait l'hyperéosinophilie. ben oui, c'est ça. Mais Donc, pas avant, ah, quand j'ai repris les vieilles prises de sang du néphrologue, OK, il n'y a jamais eu une hypercalcémie. C'était OK. vraiment concomitant avec l'histoire des éosinophiles. Mais déjà, le 2,5 devait Oui, choquer eu égard voilà, d'insuffisance rénale. voilà. Avec Ouais, l'insuffisance rénale, on s'attendrait à moins. plutôt Nico. Donc, on peut se dire que le phénomène
bon, qu'on va identifier maintenant, était probablement déjà présent au départ. On a coupé ce phénomène avec la corticothérapie, et maintenant on lâche la cortisone et le phénomène explose sous forme d'hypercalcémie. Est-ce que ça tient la route, ça? Ça, c'est possible. C'est possible. C'est Bon, possible. OK. Juste pour... C'est pour ça que Ah, j'avais essayé de superposer deux courbes, en fait. Mais c'est pas super beau. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que, enfin, par rapport à la corticothérapie, supposons maintenant un granulome ou haute pathologie, pourquoi elle ne serait pas arrivée avec une hypercalcémie qui aurait régressé tout de suite dès qu'on aurait mis les bolus de Solumédrol? Alors que là, en essayant de reprendre vraiment les dates, les mêmes dates pour les deux courbes, on a vraiment l'impression d'un décalage. En tout cas, ça c'est clair. Il y a une liste des éosinophiles et on a une hypercalcémie qui vient par après et qui ne part pas de très haut en fait. Enfin, pas d'aussi haut que 3,97. Et durant son évolution, elle a eu un nouveau petit pic d'éosinophiles qui fait que je suis remonté un peu au niveau du dosage des corticaux. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un petit rebond aussi du calcium. OK. Enfin, si tu remettais au lieu de mettre les eosinos, si tu mettais la dose de médrol, tu arriveras à quelque chose peut-être de semblable. Oui. Va, à Alors, la dose de l'inverse, quoi. médrol, elle vient après. Plus de Oui. médrol, moins de calcium, moins de Ouais. médrol, plus de calcémie. Oui, ça, c'est possible. C'est possible. Mais on aura l'impression que le phénomène est tellement intense qu'il suffit de lever un peu le pied sur le médrol pour que ça reprenne de plus haut. Mais ça part de normal. Et je me serais attendu à ce que, n'ayant rien fait sur ce phénomène-là, avant de donner le moins de corticaux, on ait déjà un problème, euh, un problème existant en termes de calcémie. Enfin, quoi quoi qu'il y ait dans cette rate, bon, on a là quand même quelque chose enfin, qui Oui. est probablement lié à la problématique d'hypercalcémie Ou et pas. qui pourrait être ou pas. OK. Ou pas, Mais, parce que je suis allé oui, voir moi, un peu quelles sont les causes de rats qui captent. Donc c'est bon, clair, pour OK. revenir sur les deuxômes là dont on a parlé, le lymphome et le granulome, c'est vrai que les lymphomes peuvent s'accompagner d'hypercalcémie. Et donc il y a les lymphomes B, les non-Hodgkiniens, les Hodgkiniens. Mais en voyant tous les case reports que j'ai pu retrouver dans la littérature, c'est toujours des gens qui ont des masses ganglionnaires très importantes, des gens qui sont déjà au bout de leur vie et qui font leur hypercalcémie, qui ont une survie réduite. Et dans ces cas-là, on a une production par les cellules lymphomateuses d'hydroxyvitamine D. Et que c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que on n'irait pas biopsier cette rate? C'est la question qu'on s'est posée à un moment. Mais à ce moment-là, la patiente allait mieux. Et puis, si vous vous rappelez la photo, on a le petit rein gauche, le seul qui lui reste, qui est juste à côté. Et donc, on a la rate qui l'enveloppe amoureusement. Et on s'était dit, tiens, si on vise un peu de travers, on va aller embrocher le rein et ça n'ira pas bien, parce que c'est le seul qui lui reste. Et que la patiente n'avait pas trop envie aussi. Euh, et que, en me disant, tiens, bon, je je pense que, compte tenu des case reports, de la sévérité des lymphomes qui sont associés à des hypercalcémies, et du fait que bon, je fais quand même un typage lymphocytaire, je recherche des réarrangements B et T dans le sang pour voir s'il n'y a pas une clonalité qui traîne quelque part, on ne trouve rien. Concernant les granulomes, c'est vrai, ils peuvent fabriquer de la vitamine D. On peut trouver des case reports de sarcoïdose, par exemple, splénique isolée. Mais en regardant un peu les images au PET, c'est souvent des images un peu nodulaires, un peu comme dans la tuberculose aussi. Donc les cas de sarcoïdose splénique, c'est très rare. Il y en a eu 13 de décrites. Euh, et que dans les images que j'ai pu retrouver, c'est souvent c'est pas des atteintes diffuses, c'est des atteintes un peu plus limitées au niveau de la rate. Même chose pour la tuberculose, où c'est aussi très rare, mais ça aurait pu être aussi, hein, ça fait partie des granulomes qui peuvent fabriquer de la vitamine D. Eh bien, on n'a pas des images on n'a pas des images comme l'image de la rate de la patiente. Et je me disais que elle a des lympho atypiques, elle a probablement réactivé un virus. Et j'imagine que si on fait des PET scans à des gens qui font des mononucléoses ou des CMV aigus, on va avoir des rats qui vont capter aussi. Et que cette rate captante n'est peut-être pas quelque chose qui est lié directement au phénomène qui est responsable de l'hypercalcémie. Je ne sais pas si
des rats hypercaptantes, on peut en voir chez des gens qui font des maladies hémolytiques chroniques. Et donc la rate, c'est la poubelle de l'organisme et elle va éliminer tous ces éosinophiles qui ont été détruits. Alors pourquoi elle n'est pas plus active? Parce que bah, justement, elle élimine les débris des éosinophiles et et que finalement, cette rate hyperactive n'est que quelque chose pour mettre dans le doute de certaines pathologies. D'un autre côté, ce sera un lymphome et qui pourrait aussi répondre un petit peu au médrol, hein. Être Oui, dans la rate et répondre au médrol. ouais. Mais vu le type de lymphomes qui sont associés et la sévérité qui est décrite d'habitude, j'ai du mal à penser qu'à un moment, en diminuant, parce que là, la patiente, elle a 2 milligrammes de médrol, il n'y a plus rien qui va, plus rien qui, le, plus rien du tout. Tu peux dire qu'elle va bien. Ah, va super bien. Ah, Ah oui. donc on en est là. Ah, on en est là pour Ah, l'instant. on en est là. OK. Ah, oui, non, Oui, je ne me souvenais plus où on s'était arrêté quand on avait raconté l'histoire. Non, mais écoute, non, non, là, c'est je vais pas entendre. mal d'en rester là parce que maintenant, on peut vraiment poser la question, qu'est-ce que chacun ferait dans une situation comme celle-ci? Quelle est l'explication Attends. du doigt bleu ou du doigt noir? Je ne sais plus. Ah, on le saura un jour. Ah, tu ne sais pas. Mais j'imagine que enfin, le calcium, c'est quand même quelque chose qui peut avoir un effet au niveau de la tonicité musculaire lisse des artères et que j'aurais peut-être dû lui donner un anticalcique et pas la Clexane. Je pense qu'elle avait un très gros syndrome inflammatoire et Oui, que oui, donc c'est possible qu'elle fasse des petits phénomènes thrombotiques, même périphériques, qu'on ne note pas à l'écho Doppler. Donc ça, c'est une possibilité dans ce ouais, cadre de ce syndrome inflammatoire. À ce niveau-là, moi, j'avais proposé de faire une biopsie d'ARAT oui. avec cette hypercalcémie, cette 25 d'hydroxyvitamine D élevée, cette rate qui captait. Mais bon, ce n'était pas possible vu la localisation du rein. Oui, je pense que si la Ben, patiente, dans un premier temps, a dit écoute, non, non. bon, attends. Alors, bon, Mais en moi, théorie, enfin, ce serait intéressant, hein, Le évidemment. rôle n'induit pas aussi des phénomènes thrombotiques discrets, parfois? le médrol, écoute, le médrol, là, dans les effets défavorables, il peut avoir un effet profibrotique, mais pas, voilà. Et éventuellement, à grosse dose, il y a un risque effectivement d'augmenter la coagulation. Bon, c'est pour ça, notamment, chez des patients, je prends un autre cas de figure, qui ont, par exemple, un Horton menaçant parce qu'il y a déjà une amorose fugace et on met en route un traitement corticoïde à bonne dose, il faut mettre absolument quelque chose pour protéger d'une accentuation de la coagulation parce que sinon on risquerait de provoquer une cécité définitive. Donc d'ajouter aspirine, Clexane au moment où on installe le traitement dans des orthones. Donc il y a effectivement un effet de ce type-là. Alors, euh, je veux dire un geste agressif à ce stade-ci, chez quelqu'un qui va bien, Qui on va n'a mieux, pas, oui. voilà, on n'a pas tellement envie. Bon, ça c'est le point 1. 2, on aurait encore moins envie si c'est une sarcoïdose, bon, qui est une maladie. Et donc on aurait plus envie si c'est un lymphome. Mais enfin, à un moment donné, un lymphome, il va sortir d'une autre façon. Donc moi, j'aurais tendance à considérer que c'est une sarcoïdose, de la traiter avec une corticothérapie peut-être un peu prolongée, voir ce qui se passe, puis de contrôler le PET à 4 mois ou un truc Sans dans corticoïdes. ce goût-là. Ouais. Alors, Ah oui, qu'est-ce oui. qu'on, alors, Ah, moi, je suis très. qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Moi, j'ai quand même réfléchi à d'autres possibilités, en fait, par rapport à la hypercalcémie. Parce que, voilà, en voyant un petit peu en faisant une revue, en associant hypercalcémie et hyperéosinophilie, on voit qu'en 78, déjà, ils avaient décrit un syndrome avec des éosinophiles associé, pas une hypocalcémie, c'est une hypercalcémie, hein. C'est moi qui ai mal recopié le truc. Ah, ok. C'est une hypercalcémie. Et donc, ils se sont dit, tiens, on va probablement, à l'autopsie, puisque c'est un patient qui est décédé, on va retrouver une infection néoplasique ou autre chose qui peut expliquer Les deux. les deux. Mhm. Et donc, finalement, il n'était tombé sur rien du tout, sauf des amas de d'éosinophiles qu'on voyait dans les poumons et dans les os.
Et donc, il s'était dit, tiens, à l'époque, on a probablement une destruction osseuse euh, par les infiltrats d'éosinophiles, ou alors, deuxième possibilité, la substance d'une hormone hypercalcémiante qui aurait pu être une PTHRP. Je ne sais pas si à l'époque on connaissait déjà l'existence d'une PTHRP, mais là, on a une hyperéosinophile, une hypercalcémie chez quelqu'un qui, finalement, à l'autopsie, n'a rien donné. Un petit peu plus récemment, donc, il y a eu, en tout cas dans cette publication, un cas de DRESS probablement induit par du clopide de grêle, aussi avec une hypercalcémie. Et donc, euh, un patient qui n'avait aucune anomalie hormonale, dans ce cas-là, pas de production importante de vitamine, d'hydroxyvitamine D, mais eux, leur postulat, c'est que on a certains récepteurs et certaines chémokines qui sont produits dans le DRESS et qui permettent de recruter des éosinophiles. C'est le CCL11 qui va aller se fixer sur un récepteur qu'on peut retrouver sur les éosinophiles et qui permet de les recruter, de les activer, tout ça. Mais on sait que ce genre de récepteurs-là peuvent se trouver sur d'autres tissus et peut en voir au niveau des ostéoclastes. Et donc pour eux, le postulat, c'était que il y avait une interaction via ces récepteurs-là et que on avait stimulé les ostéoclastes qui avaient provoqué une résorption osseuse et une hypercalcémie. Il y a il y a un autre cas ici qui ressemble un peu à ce qu'on a eu avec quelqu'un qui a une hyperéosinophilie, qui a une augmentation de la dihydroxyvitamine D, qui fait une myocardite à eosinophile, et il se demandait, tiens, est-ce qu'on n'a pas activé la 1-hydroxylase qui va forcer la production de la dihydroxyvitamine D qui va provoquer l'hypercalcémie. Et on sait que donc la dihydroxyvitamine D, euh, se- c'est l'hormone qui est active et qui va agir au niveau des différents tissus. Elle va être formée au niveau du rein par la 1-alpha-hydroxylase quand on a besoin d'avoir une augmentation des apports en calcium. Quand on a assez de calcium, ben c'est détourné vers une autre voie, vers un dérivé de la 25-hydroxyvitamine D qui n'est pas active. Mais on sait que dans certains tissus, on a de la 1-alpha-hydroxylase et qu'il est possible que, donc le DRESS étant une pathologie qui va induire une réaction inflammatoire, une activation de cellules inflammatoires majeures, comme les monomacrophages, les lymphocytes T, on sait que ces cellules-là peuvent être porteuses d'alpha-1 hydroxylase et d'être, eux, responsables d'une hyperproduction d'hydroxyvitamine D indépendante du fait que le rein soit en insuffisance ou pas. Et donc, par exemple, j'ai retrouvé des vieilles études qui ont démontré que quand on prenait des macrophages de je ne sais plus quelle espèce et qu'on les mettait en présence donc on les mettait en présence de certaines de cytokines inflammatoires, interférons, TNF, interleukines, on avait une augmentation de la production par ces cellules-là de la 1,25 d'hydroxyvitamine D et qu'il y avait une action répressive de cela par la dexaméthasone. Et plus récemment, ça c'était aussi avec une simulation par l'interféron, un lipopolysaccharide, on avait eu un boost au niveau de la formation de l'activation de cette enzyme et comme dans l'étude précédente, la formation de 1,25 d'hydroxyvitamine D. Et donc, je me disais que la patiente donc, a présenté un DRESS induit par la prise d'allopyrénol dans un contexte d'insuffisance rénale, ce qui est un des facteurs de risque. Elle a eu une atteinte rénale, hépatique, myotardique. Elle a probablement réactivé un virus. J'avais essayé d'avoir des sérologies HHV6, mais ça ne se fait pas. Mais il y avait des lymphoatypiques, il y avait des virocytes dans le typage lymphocytaire. Et que son hypercalcémie était secondaire à un excès de 1,25 d'hydroxyvitamine D qui aurait pu être le résultat d'une activation anormale de son un alpha hydroxylase extrarénale, provoquant une absorption calcique plus importante, euh, alors que la patiente elle-même prenait une quantité de calcium très importante suite à mes suppléments et par le fait qu'elle mangeait beaucoup de fromage, avec plus ou moins une résorption osseuse accrue. Plus en donnant du substrat à Voilà, l'hydroxylase par la vitamine D que tu avais apportée. voilà.
Dans tous les cas que tu as repris, Attends, il n'y a attends, pas de attends, PET scan. attends. Non, il n'y a pas de PET scan. Donc, Non. donc ce problème reste entier. Mais je pense que dans la rate, il y a beaucoup de monocytes, macrophages. Vous avez prévu de refaire un PET scan à long terme, à longue Oui, hein, distance? ce serait intéressant. Indispensable. Et quel est le délai entre le moment où elle vient avec son hypercalcémie par rapport à l'explosion de son dresse et de sa Euh, réactivation oui, donc virale potentielle? elle est hospitalisée le 2 août et elle revient le 14. OK. Mais donc, on peut imaginer quand même que dans cette tempête, avec probablement une réactivation virale, bon, elle aurait pu à la limite avoir des ganglions aussi, hein, et donc que cette rate soit une rate finalement réactionnelle. Voilà, c'est possible. Mais ça, on verra bien maintenant. Et, elle a combien de cortisone Plus maintenant? grand-chose. 4, entre OK. 2 et 4. Écoute, on est assez impatient d'avoir le PET de contrôle parce que maintenant, oui, maintenant oui, on peut le faire maintenant. Oui, Bon, oui, oui. allons-y. On va téléphoner, quoi. Et qu'on sache, quoi. Le premier PET date du mi-août. Alors, ce qui est bien, je ne sais pas si vous avez vu dans le programme, dans quelques semaines, il y aura un cas d'hypercalcémie. Et alors, comme Christophe a vraiment fait un exposé très extensif, j'avais peur qu'il donne une autre cause d'augmentation de 1,25 qui ne se trouve pas dans le chimpanzé. Ah, Et heureusement, il n'a pas donné cette cause-là et je ne vous dirai pas de quoi il s'agit maintenant. Alors, Tu as un contrôle du calcium et de la vitamine de la oui, oui, 1,25 ça vient après parce que pour... voilà, je pense que c'est la oui, mais comme dernière. moi, il met un épilogue également, je Oui, crois. oui, mais c'est pas fini parce que je vais vous montrer encore autre chose. Donc, il y a la 1,25 d'hydroxy qui est même basse maintenant. Alors, voilà, ça, les choses rentrent telles qu'on aurait, on l'aurait, on aurait anticipé depuis le début la fonction rénale et retour à ce qu'elle avait avant. Les troponines, à mon avis, seront jamais normales et les vitamines D sont normalisées. Oui, et alors, ce qui est intéressant ici, c'est que tu as supprimé ses apports, et donc on voit que sa vitamine D également diminue. Donc elle Oui, a moins de substrat également, quoi. voilà. Et donc, oui, ça c'était, voilà. Ah oui. Mais je suis pas allé très loin, donc elle est pas à 24, elle est beaucoup plus bas en dosage. Et dernière petite chose qu'elle me fait bizarre, du genre le pouce bleu. En fait, donc elle vient aux urgences parce que c'était le moment où elle se sentait déshydratée et qu'elle aurait bien voulu qu'on l'hydrate de façon intraveineuse. On lui fait une prise de sang. Et puis boum, je tombe sur 36 000 plaquettes. Et heureusement, c'est confirmé que c'est une pseudo-thrombopénie, puisque en prenant un tube cistraté, ben, les choses se corrigent. Mais là, c'est encore quelque chose, ben, je pense, qui court pas les rues et qui apparaît chez cette jeune femme. Alors, quand on dit qu'ils font des réactions auto-immunes après dans le décours, est-ce que c'est, tout ça, ça peut rester dans le cadre, dans le sens où elle fait des anticorps qui vont aller se mettre sur les plaquettes, et une fois que le sang est dans le DTA, ben, ça clote. Euh, je sais pas. Pourquoi, tout d'un coup, cette jeune femme a chuté son taux de plaquettes? Oui, oui, c'est ça. Et là, Enfin, avec ses artificiellement, en 20 000 fait. blancs, elle était quand même toujours sous une certaine dose de médrol, quoi, hein, à ce Oui, oui, elle moment-là. était sous Oui, oui. Medrol à ce moment-là. Oui, oui, oui. Et là, Bon, sur la dernière prise de sang, euh, je pense que voilà, les globules blancs, les PMN, tout ça, c'est normalisé. oui. Alors, on voit le pointeur ici. Donc, 390 éosinophiles. Vous savez qu'on a eu un papier, je crois, il y a un ou 2 ans, où les auteurs ont revu la normalité des éosinos. Bon, pour le moment, on dit les éosinos, il faut s'inquiéter. Enfin, au-dessus de 500, en dessous de 500, ça va. Mais en enlevant dans cette normalité tous les patients avec une diathèse allergique, les asthmatiques, les rhinites machin, etc., on se rend compte que la norme, la vraie normalité, c'est moins que ça. Et donc, quelqu'un qui a 300-400 eosino, ça montre qu'à l'état de base, il y a déjà quelque chose qui sort de la norme et qui a déjà une
petite tendance TH2 à l'état de base. Ça vaudrait la peine de revoir s'il y avait eu des prises de sang, je dirais, avant, de voir un petit peu ce qu'il en est et de voir aussi les IgE étaient normales chez elle. Oui, oui. Oui. Ok. Mais donc ici, 390, enfin, quand je vois 390, je tique déjà par rapport à un background de type TH2. OK. Bon. Alors maintenant, ceci dit, on peut faire des paris sur. C'est dommage qu'on devrait mettre un voting system quand même. On peut faire ça à main levée. Donc, on va contrôler le PET. Qu'est-ce qui dit que le PET restera encore positif? Levez la main. Qui dit que le PET sera normal? Moi, je pense aussi qu'il sera normal. OK. Ça va. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, hein. Non, non, non. OK. Allez. Pas d'autres remarques? Oui, Jean. Juste une remarque, évidemment très facile, mais rétrospectivement, est-ce qu'il y avait une indication de la mettre sous allopérinol? Ouais, c'est pas, elle avait un taux d'acide urique qui était à 7,4, je pense. 7,4. 7,4 sans antécédent? Mais donc, ça, il faut peut-être rappeler, peut-être Damien va faire un commentaire là-dessus, parce qu'avec sans antécédent de goutte, on dit qu'il faut traiter, mais alors avec des valeurs qui sont plutôt du côté des 10 d'acide urique. Damien. Non, c'est juste qu'il y a une bio que j'ai vu passer sous Medrol où il y avait un acide urique à 12 avec une créate qui se dégradait. Et donc, j'ai pas vu les LDH. Mais donc, je me suis demandé dans quel cas est-ce qu'elle ferait pas quand même une petite liste tumoral Ah oui, sur la elle a traité. fait, hein, Oui, parce que ces LDH sont montés en flèche à partir du moment où les éosinos ont. Oui, Non, dans l'hypothèse que ce serait l'acide urique éventuellement un surtout, lymphome, oui. etc. Oui. Mais à cette époque-là, elle avait des transaminases aussi perturbées. Donc, on aurait pu se dire aussi que ces LDH venaient aussi de la cytolyse. OK. Mais les LDH n'ont pas été aussi euh, très élevés que l'acide urique. Enfin, la remarque de Jean est pertinente, hein, je veux dire. Enfin, en plus, l'allopérinol, enfin, il n'y a aucun médicament qui est innocent, mais c'est vrai que l'allopérinol, il peut quand même provoquer quand même pas mal de trucs, hein, enfin, c'est quand même extrêmement réactif du point de vue immuno. Euh, bon, mais on verra, hein. Si la rate reste active, alors on pourrait revenir avec l'hypothèse de Damien qu'il y a peut-être une contribution de liste humorale. Ceci dit, pour qu'il y ait une liste humorale qui donne quand même une augmentation de l'acide urique et des LDH, il faut quand même une masse de tissu importante. C'est plutôt des patients soit qui ont des leucoses aiguës, soit qui ont un lymphome avec des polyadénopathies extrêmement importantes et pas uniquement la rate. OK, eh bien, merci beaucoup Christophe et à la semaine prochaine.